Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Vendée Globe, 75e jour de compétition. Et on va voir un petit peu tout ce qui s'est passé dans ces 24 dernières heures. Ça a été plutôt calme, on va dire, sur les grosses infos. Mais on va revenir un petit peu sur ce qu'ont dit les différents concurrents. On reviendra sur l'arrivée de deux nouveaux concurrents aujourd'hui. Ça, c'est la grosse info. Jérémy Bayou et Paul Meillat. Et puis, on parlera un petit peu des concurrents qui sont en approche, des concurrents qui sont un petit peu en difficulté. Il y a deux concurrents dont on verra un peu plus des trajectoires un petit peu bizarres. Samantha Davis, on peut l'expliquer. Jin Kunshu, un petit peu moins. Donc on essaiera d'avoir des infos là-dessus. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme, Vendée Globe, biathlon en ce moment. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Et puis, vous pouvez également rajouter la petite cloche, cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures de vidéos dès que vous les voyez. Parce que plus vous cliquez rapidement dès leur mise en ligne, plus elles sont mises en avant par YouTube. On commence tout de suite par la situation. Et on va commencer avec Jérémy Bayou. Quatrième et une quatrième place. Ce que j'ai aimé, moi, c'est... J'avais un peu peur à l'arrivée du côté de Jérémy Bayou, qui soit un petit peu grognon, voilà, parce que pendant tout le Vendée, c'est vrai qu'on... Bon voilà, il n'avait pas une joie de vivre exacerbée, hein, Jérémy Bayou, mais à l'arrivée, il était content. Il était content parce qu'il dit « J'ai commencé à accepter cette quatrième place quand j'étais dans le bateau, j'ai commencé à accepter, je ne pourrais pas faire mieux. Et surtout, par rapport au déroulement de la course, en fait, cette quatrième place, c'est déjà une victoire. Il fait quand même que 10 heures de plus, 9 heures de plus, même précisément, qu'Armel Lecléache. Sauf que Armel Lecléache, il a vu des conditions largement meilleures que Jérémy Bayou, qui, ça a été difficile, en fait, dès le début, dès l'Atlantique Sud, parce que, en gros, il a ce problème au genou. À ce moment-là, il est déjà plutôt à l'arrière du paquet de tête. Ce qui fait qu'il est à une soixantaine de milles de devant, sauf que la catapulte, cette fameuse dépression, hein, que j'appelle la catapulte, qui emmenait les concurrents du large du Brésil au Cap de Bonne-Espérance, tu t'aperçois que c'est là où Jérémy Bayou, il s'est fait un petit peu distancer à ce moment-là. Si on reprend la carte, hop, au bout de 14 jours, hop, on revient là, voilà, 14 jours, vous voyez, là il est quand même 6-7, mais il n'est pas tout devant. Il a une centaine de milles de retard sur Sébastien Simon, il est 20 milles derrière, ce qui est presque le mieux. Je ne vais pas pouvoir le faire parce que comme il y a un concurrent qui en approche, je ne pourrais pas vous le montrer parce que là en ce moment, il y a Nicolas Luneven qui en approche, donc ça va être le bordel. Merci le site du Vendée Globe de temps en temps. Mais voilà, Jérémy Bayou, c'est dans cette catapulte-là. Et ensuite, le retard... Il le garde, alors là on était au tout début, voilà, jour 14, et vous voyez que le retard, il va augmenter quand les concurrents de devant vont s'éloigner, et lui avec Nicolas Luneven, il va pas réussir à garder les mêmes vitesses. Et vous voyez que les 90 000 là, lui coûtent très cher, parce que ce jour 18, là on voit cette manœuvre-là, s'il avait été avec Sébastien Simon et autres, il perd pas autant de temps. Là sur cette journée-là, il va perdre 50 000, 100 000, quasiment, sur un jour, et puis après, même s'il essaye de se rapprocher, il est toujours dans un petit décalage. L'océan Indien, vous voyez, bon, ça va être catastrophique pour lui, et il va tomber dans des zones sans vent, et là après, l'écart augmente, 500 000, 700 000, là on est après Madagascar, et tout l'océan Indien va être un calvaire où ils vont pas réussir à tenir des grosses vitesses. Et il a dit, j'ai la fin de course qui a été extrêmement dure, l'Atlantique Sud où ça n'avançait pas, où le vent était hyper instable, enfin voilà, il y a pas grand chose qui a fonctionné. Et c'est vrai qu'il a dit, il a fallu se battre, tout simplement, il a fallu se battre jusqu'au bout, et bravo Jérémy Bayou. Quatrième, je dis, certes c'est pas une victoire, certes on pourrait dire,
c'est pas une déception pour moi parce qu'il est quand même dans le top 5 aujourd'hui. Certes, il venait pour la gagne, Jérémy Bayou, mais la gagne sur ce Vendée, elle était dure à aller chercher. Il fallait pas faire d'erreur. Bon voilà, il y a eu peut-être une petite erreur à un moment où il n'a pas voulu taper plus que ça dans le bateau, on en parlait hier. Mais bon, il l'a dit, ça a été comme un Figaro, quoi. C'est-à-dire que il a dit pendant 75 jours, tu dors très peu. C'est vrai que ça a été un Vendée Globe où beaucoup de concurrents se sont retrouvés en dette de sommeil, où il dit tu manges là où tu te trouves parce que tu peux pas faire autrement. Tu ranges pas tes affaires ou tu ranges très peu tes affaires parce que t'as pas le temps. Il faut tout le temps cravacher, cravacher, cravacher. Et il a dit ça a été la grosse difficulté de ce Vendée Globe. Cinquième, Paul Meillat, arrivé 10 heures après. Donc lui, il est arrivé... alors, Jérémy Bayou est arrivé par la porte normale. Paul Meillat est arrivé par la porte tempête, qui est une nouveauté de cette édition 2024-2025. C'est-à-dire qu'il y a une porte un peu avant, qui est une porte tempête, qui sert d'arrivée s'il y a trop de vent, trop de vagues. Donc à partir de Paul Meillat, on est Paul Tempête, jusqu'à l'arrivée de Clarisse Kremer, au moins, c'est ce qui a été annoncé aujourd'hui par la direction de course, on utilisera la porte Tempête. Bon, du côté de Paul Meillat, ça a été une course où il a été discret, je dirais, sur la première partie, mais il le disait, il avait des foils 9, et il n'avait pas le mode d'emploi de ses foils, ce qui fait que sur la première partie de course, il a fallu les apprivoiser, ces foils, et puis ensuite, il les a bien apprivoisés. Il fait un bon Pacifique où il disait qu'il a pris beaucoup de plaisir dans le Pacifique, il a pris beaucoup de plaisir dans l'Atlantique Sud où il remontait des positions. C'est sûr, quand tu remontes des positions, c'est toujours un petit peu plus facile. Mais il disait que vraiment sur cette partie-là de course, il avait vraiment, il était très content de naviguer. En fait, il a dit, j'ai pas vu le temps passer. C'est-à-dire que c'est 75 jours, 74 jours, quasiment 75 de compétition. Il ne les a pas vus passer. Et tous les jours, il a dit, t'avais des adversaires à côté de toi, t'essayais de remonter le moral. Il a dit pendant très longtemps, il était avec Sam Goodchild, il lui remontait le moral, ils se motivaient l'un l'autre, avec Yannick Bestaven aussi. Et ce qui fait qu'il n'a pas vu le temps passer, et il disait là aussi, c'est quasiment une solitaire du Figaro qui dure 75 jours, enfin c'est la plus grande solitaire du monde au final, ce Vendée Globe, et il a dit, ouais, c'est le rythme. Et surtout, il a dit une phrase importante, c'est qu'il avait fait le Vendée il y a 8 ans, où il avait connu l'échec. Donc ça, il a dit de finir son premier Vendée Globe, ça fait du bien. Mais où il avait dit, j'avais pas pris autant de plaisir parce que j'étais un peu isolé. C'est vrai, avec son bateau, qui était l'ancien bateau de François Gabard. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de foilers, ils étaient 4 ou 5 foilers. Et c'était des bateaux à dérive droite, mais il y avait un niveau qui n'était pas vraiment homogène. Et lui, c'était l'un des rares bateaux à dérive droite, en plus, qui n'avait pas été bloqué par l'anticyclone de Sainte-Hélène. Cette année-là, qui avait vraiment bloqué la course. Paul Meillat, il l'a dit très franchement, il avait pris moins de plaisir. Et là, il a pris beaucoup de plaisir à naviguer. Et puis, il a dit avec son équipe qu'il a formé, il a été vraiment acteur totalement du projet et il a pris beaucoup de plaisir sur ce Vendée Globe. Donc, c'était un Paul Meillat heureux, très content à l'arrivée de la course, même s'il disait qu'il n'était pas la personne la plus expansive au niveau des émotions. C'est pas la personne qui exprime le plus ses émotions, Paul Meillat. Eh bien, tu voyais quand même qu'il était content. Bon, Nicolas Lundven. Alors, il va arriver à 20h30, donc au moment où cette vidéo est en ligne, il est peut-être déjà arrivé. Mais voilà, arrivé à 20h30 du côté de Nicolas Lundven. Il a fait un bon Vendée Globe. Lui, il va arriver donc par la porte tempête. Il est en train d'en finir. Il lui reste une vingtaine de milles désormais à Nicolas Lundven. Que dire du Vendée de Nicolas Lundven? Moi, j'avais pas vraiment trop de doutes sur Nicolas Lundven. J'avais juste dit, est-ce que son manque d'expérience va être un problème sur la classe IMOCA? Mais j'avais dit, bon, le bateau, normalement conçu par Kevin Escoffier, bateau Holcim, donc c'est un bateau qui doit être fonctionné. Holcim PRB, c'est des sponsors qui sont là dans la voile depuis très longtemps et qui mettent toujours des budgets pour être performants. La question, c'était Nicolas Lundven.
il a répondu à la question très vite. Il a répondu à la question très vite quand, au niveau du Cap Finistère, lui, il part au large et qu'il fait des moyennes de dingue. Bon, bah, il maîtrisait son bateau. Voilà, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Je trouve, on connaissait assez peu ce bateau, il faut bien le dire, parce que il avait fait assez peu de sorties. C'est un bateau qui a été hyper efficace. Et je trouve que Nicolas Lundven a vraiment été bon dans l'efficacité de ce bateau. Son seul regret, c'est la voie Est. C'est la voie Est dans l'Atlantique Sud qui n'a pas fonctionné. Et c'est là où il se fait distancer par Jérémy Bayou. C'est là où il se prend une journée dans la tête. C'est dans cette voie Est parce que il avançait moins vite en fait que Jérémy Bayou et il s'éloignait plus de la route idéale que Jérémy Bayou. Mais c'était pas con non plus. Il a regardé les fichiers météo. C'était un coin qu'il connaissait pas énormément. Il n'y avait pas navigué tant que ça dans cet endroit-là. Du côté de Nicolas Lundven. Et puis, d'habitude, c'est vrai que sur les précédents Vendée Globe, quand on allait au large dans cette zone-là, ça marchait mieux. Donc, il a tenté le coup. Autant aller dans l'Atlantique Nord, ça a fonctionné. Autant avec une voie plus à l'ouest, autant là, en partant plus à l'est, ça n'a pas fonctionné. Mais moi, j'ai été impressionné par ses vitesses. J'ai trouvé aussi, quand on regardait ces vidéos, on aurait presque dit un vieux briscard de la classe IMOCA, alors que pas du tout. Il est arrivé quand même plutôt récemment, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on sentait qu'il y avait une grande maîtrise dans ce qu'il faisait, dans ce qu'il disait, une grande maîtrise du bateau, de ce qui se passait. Forcément, il a appris beaucoup de choses. Il a appris beaucoup de choses et qui lui serviront. Mais dans 4 ans, moi j'ai bien envie de le voir. Nicolas Lundven, voilà, j'ai bien envie de le voir parce que je sens que c'est un concurrent qui peut faire vraiment de très très belles choses. La suite, c'est la bagarre entre Ruyant et Métro, mais pour Justine, il reste plus que 150 000, quoi. Donc il y a quand même une petite différence de 40 000 entre les deux. Même si Justine est un peu plus proche de la route idéale et de l'arrivée, on va dire en latitude, que Thomas Ruyant, je pense qu'il va s'accrocher au maximum, Thomas Ruyant, pour tenter de finir, et qu'il va pas attendre Sam Goodchild. Voilà, mais bon, ça sera pas le même Vendée pour les deux. Je pense que pour Thomas Ruyant, ça sera une déception, même s'il finit 7ème. De toute manière, je suis même pas sûr qu'un top 5 l'aurait contenté, parce que c'est quand même un sacré compétiteur. Et on l'avait vu lors du dernier Vendée Globe. Et du côté de Justine Métro, par contre, ça sera l'inverse. Premier Vendée Globe, elle a vraiment été très performante, elle s'est accrochée dans le Pacifique. Et elle a rien lâché partout. Elle a eu une remontée d'Atlantique Sud qui a été dure, mais dure je pense déjà parce que tactiquement, on a vu le vent était instable, c'était pas évident. On l'a vu parfois avec une tête où elle manquait énormément de sommeil. Elle a été très loin dans le manque de sommeil, je pense, Justine Métro. Elle a été très loin dans la performance physique. Quand certains pensent que les filles sont pas capables d'aller aussi loin que les mecs au niveau de la douleur, au niveau de l'intensité physique, je crois que Justine Métro a totalement montré le contraire. Et après, elle a fait un super job, mais je dirais depuis le début qu'elle est en IMOCA, elle fait du très bon boulot. Elle a toujours été dans le top 10 quasiment de toutes les courses. Donc là, elle a confirmé en fait sur la distance du Tour du Monde. Encore une fois, l'Atlantique Sud qui a été compliqué. En plus, elle a eu des petits soucis d'hydrogénérateur. Et puis la fatigue. Elle avait vraiment poussé très longtemps dans la fin d'Océan Pacifique pour rester avec le paquet de devant. Et je pense qu'elle a eu un contre-coup quelques jours après. Ce qui fait que ça a été difficile à gérer, mais même ce temps faible, elle arrive quand même à rester dans le top 10. Donc non, elle a été efficace. Elle a été efficace, Justine Métro, et bon, 8ème, c'est une super perf. Enfin voilà, elle est dans le top 10, elle sera satisfaite de ce top 10. Justine Métro, donc bravo. Même si c'est, je pense pas, la personne, là aussi, la plus expressive, Justine Métro, je pense qu'elle aura un grand sourire à l'arrivée. Et puis, première Suisse aussi, hein.
du côté des Suisses. Elle a battu Alan Roura, Oliver Air. Donc là aussi, elle s'est très très bien débrouillée, Justine Métro, avec son bateau. Et puis la question maintenant, ça va être de savoir le futur pour Justine. Est-ce qu'un gros sponsor va la contacter pour faire un bateau neuf? Est-ce qu'elle continue avec Teamwork Tipsnef? Ça, c'est la grande question, parce que c'est vrai que Xavier Macaire veut aussi lancer un projet en IMOCA, et normalement, le Team Snef, c'était plutôt le sponsor de Xavier Macaire. Donc, on verra, mais elle a été vraiment très performante avec ce bateau, qui était l'ancien Charal. Et puis, elle va finir premier bateau génération 2020. Alors certes, grâce au problème de Sam Goodchild, mais un Vendée Globe, il faut aller jusqu'au bout. Il y a une ligne de départ, une ligne d'arrivée. Le classement, il ne se fait pas à la moitié du parcours, il se fait à l'arrivée. Justine Métro, elle a été efficace. Donc voilà, donc bravo. Bravo Justine. Et là aussi, j'ai envie de la revoir sur d'autres courses parce qu'elle a été performante. Bon, Sam Goodchild, derrière. La grand voile tient, vu les vitesses. Donc voilà, il a quand même montré, il a fait preuve d'abnégation, je crois là très clairement. Et bravo à Sam Goodchild. En IMOCA il était bon, mais on n'en doutait pas vraiment, vu son expérience sur les autres, les autres catégories, sur les autres classes, notamment en Ocean 50, mais même dans d'autres catégories. Voilà, c'est un mec qui sait très bien s'adapter aux différents bateaux. Bon, derrière, toujours la bagarre pour la 10e place. Ils ont décidé de continuer dans le vent fort. Voilà, ils n'ont pas décidé de freiner. On va voir ce que ça va donner. Il va falloir gérer encore une petite dorsale pour eux. Et puis ensuite, ils vont être vraiment poussés par du vent fort. L'objectif, c'est d'arriver avant ça, cette grosse tempête-là, qui va arriver sur la France dans la nuit de dimanche à lundi notamment, et faut arriver avant cette tempête, ça laisse pas beaucoup de temps en gros, et ça va être le gros défi, c'est qu'il faut arriver avant dimanche soir. Donc ça va être le gros travail pour Clarisse et Benjamin Dutreux, mais on voit la compétitrice quand même, parce qu'elle aurait pu se dire allez, je me contente de la 11e place. Non, il y a un top 10 à aller chercher, il y a une bagarre avec Benjamin Dutreux. 60 000 entre les deux, voilà, pour le moment. Toujours 60 000, des vitesses assez équivalentes sur les dernières heures de course, comme on peut voir, entre Clarisse Kremer et Benjamin Dutreux. Et puis derrière, vous voyez Samantha Davis, eh bien elle attend parce qu'elle veut pas aller dans la grosse tempête. Elle voulait pas y aller, voilà, elle l'a dit. Elle voulait pas y aller parce que, en gros, le problème, c'est que si tu continues dans une grosse tempête, vu comment elle était positionnée, elle ne peut pas aller dans le port. Elle ne peut pas rentrer dans le chenal parce que le chenal devient impraticable. Donc il faut trouver un port de secours. Sauf que tu es obligé de longer la côte pour trouver un port de secours. Donc c'est un risque pour le bateau. Elle ne voulait pas prendre ce risque-là. Donc elle décide d'attendre. Boris Herman, lui, décide d'avancer quand même. C'est un choix. Moi, je préfère, quand on le sent pas, qu'on n'ait pas peur de dire je le sens pas, j'ai peur, et au lieu de prendre des risques à tout prix et de faire un chavirage. J'ai pas aimé les propos de Michel Desjoyaux, mais je suis rarement d'accord avec Michel Desjoyaux. Il me fait un peu penser des fois à Bernard Hinault, qu'on sort du formal tous les ans au moment du Tour de France et qui raconte quand même souvent des conneries. Michel Desjoyaux, déjà j'étais pas d'accord avec lui sur la catégorie bateau à dérive droite, mais je suis pas d'accord avec lui non plus quand il dit qu'il comprend pas pourquoi un navigateur a peur. C'est normal d'avoir peur. Moi je serais surpris que les mecs aient pas peur, en fait. Je pense que si t'as pas peur, tu prends des risques dans tous les sens, tu finis pas avant des globes. Au mieux tu chavires, au pire tu meurs. Voilà, si t'as pas peur. Parce que si t'as pas peur, c'est-à-dire que là, si t'as pas peur, tu vas directement dans le gros vent, quoi. Tu vas là-dedans, si t'as pas peur. Voilà. Ouais, mais si tu maîtrises pas, tu te retournes. Alors, on disait, c'est parce que c'est un manque d'expérience des marins. Non, c'est pas un manque d'expérience des marins. Je pense que c'est plutôt de l'intelligence. Je pense que c'est de l'intelligence par rapport au risque
que tu fais prendre aux autres marins, notamment à tes concurrents, mais aussi à la marine, notamment française ou la marine portugaise, ou voilà, qui doit aller te chercher des tempêtes assez incroyables. Moi, je pense que quand tu le sens pas, faut mieux pas y aller. Et mais bon, Michel Desjoyaux, j'ai rarement été d'accord avec lui hein, sur beaucoup de sujets, donc je suis pas surpris. Je pense que c'est une vision du monde, ça serait bien de la faire évoluer, sa vision du monde, notamment du monde de la voile. Je pense qu'il n'a pas compris, Michel Desjoyaux, que la voile peut devenir un sport populaire. Voilà, je crois qu'il n'a pas compris ça. Et Samantha Davis, moi, si elle le fait et qu'elle casse la moitié de son bateau, qu'elle se retourne et qu'elle se met en danger et qu'il faut sortir la SNSM en urgence dans une pleine tempête, les mecs qui, je rappelle, sont des bénévoles, je pense que ça, c'est une idée stupide. Voilà. Donc, soit tu sens que tu maîtrises la situation et tu y vas, mais si tu sens que tu maîtrises pas la situation, tu n'y vas pas. Charlie Dalin, quand il va dans la tempête dans l'océan Indien, il sent qu'il peut potentiellement tenter le truc. Voilà. Mais c'est parce que lui, il le sent. Voilà. C'est pas les mecs, je pense, à la direction de son équipe qui ont dit « t'y vas ». Sinon, on suspend le financement de ton bateau. Non, non, c'est lui qui a décidé. Donc, c'est au marin de décider s'il peut passer ou pas passer dans une zone. Et là, je préfère une Samantha Davis qui fait ça, plutôt qu'une personne qui prenne des risques à tout prix. Et je dirais que dans beaucoup de sports, vous savez, même dans les sports extrêmes, les mecs sont pas des fous furieux dans tous les sens. Ils prennent des risques, mais ils ont conscience du risque qu'ils prennent. Donc ils ont conscience de la peur. Voilà, ils ont conscience du risque qu'ils prennent. Pour moi, quand t'as pas peur, tu t'es un fou furieux. Enfin, t'es un fou furieux comme on en voit sur la route de temps en temps, mais parce que les mecs, ils savent pas que tu peux faire un accident avec une bagnole. Parce qu'ils ont pas peur. Et ils pensent que dans la bagnole, ils sont en sécurité. Ouais, sauf que c'est pas parce que t'as des airbags, surtout si t'as des airbags d'une marque japonaise, que tu vas t'en sortir. Donc, il y a un moment, il faut avoir peur. Il faut garder cette peur parce que je pense que c'est ce qui te permet de faire des choses intelligemment. Et là, Samantha Davis, moi je préfère qu'elle fasse ça plutôt qu'elle aille dans tous les sens. Et puis, il faut rappeler que Samantha Davis aussi, il y a un projet derrière. Là, si elle arrive en pleine tempête, il y a peut-être des enfants, par exemple, qui ont été sauvés par Initiative Cœur, qui seront peut-être à l'arrivée. Il y aura peut-être des membres de l'association qui seront à l'arrivée. C'est pas qu'un projet sportif, Initiative Cœur. Il y a aussi un projet derrière. Et là, je pense que ça aurait été stupide d'arriver en pleine tempête et d'être dans une situation catastrophique ensuite derrière. Romain Attanasio, lui, il doit gérer une dorsale. Voilà, donc il est en fin d'Alizé d'Atlantique Sud. Comme ses petits camarades, il y a Bestaven qui est pas très loin. Donc ça va le garder dans la compétition. Pour le moment, il a toujours 200 000 d'avance sur Damien Seguin, donc c'est bien. 434 000 pour Romain Attanasio, donc c'est vraiment pas mal. Damien Seguin revient pas trop sur lui. Par contre, Isabelle Yoshke, belle journée, 444 000, très très bien ce qu'a fait Isabelle Yoshke, qui arrive quand même à tenir Damien Seguin avec un foil en moins. Donc ça montre l'efficacité de ce bateau MACSF. Et 15e, Giancarlo Pedoté. Voilà, en ce moment. Mais parce qu'il est proche de la route idéale, c'est pour ça qu'il est devant au classement. Hein. C'est pas parce qu'il est vraiment 16e, en fait, c'est parce qu'il est plus proche de but. Parce que vous voyez, la route idéale, elle est là. Donc c'est pour ça. Derrière, la bagarre Benjamin Ferré, Tanguy Le Turquet. Toujours aussi serré. 35 000 d'écart. Tanguy Le Turquet qui a été un petit peu plus vite, mais qui n'était pas dans le sens du vent. Hein. Vous voyez que même s'il a fait plus de 1000 sur les 24 dernières heures, 368 000, il a une moyenne en VMC de 9,5, alors que la moyenne en VMC de Benjamin Ferré de 10,7. Donc en fait, il a été un peu plus vite par rapport au but du côté de Benjamin Ferré, donc une meilleure vitesse en fait. En réalité pour Benjamin Ferré par rapport à Tanguy Le Turquet. Benjamin Ferré qui a dit là j'étais vraiment hyper fatigué et il le disait, il était dans une situation où ça tape au près,
c'est de la navigation au près, il y a quand même du vent, ça tape beaucoup au niveau des bateaux, la mer est courte, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petites vagues. Et il disait, là j'avais envie qu'on met l'itreuil et qu'on m'enlève du bateau et d'arrêter. Vraiment, il a dit c'est la première fois de son Vendée où il prend vraiment aucun plaisir là. Et c'est très compliqué. Et Tanguy Le Turquet qui a montré comment récupérer de l'eau dans son désalinisateur avec un bateau qui gîte, donc penché. Voilà, et vous voyez toute la difficulté que de récupérer de l'eau. Et imaginez-vous vous nourrir avec un bateau qui penche comme ça à 25 degrés, sortir dehors, même prendre soin de vous, essayer de dormir, ça devient très vite un enfer. Voilà, et on le voit notamment sur la vidéo de Tanguy Le Turquet. Pour le moment, Alan Roura revient un peu, essaye de revenir sur eux. C'est pas le cas de Conrad Coleman et de Jean Le Cam qui vont une chouille moins vite. Pour le moment, Jean Le Cam est à 200 000, hein, toujours un peu plus de 200 000. Des deux compères de devant pour la tête de la bagarre en dérive droite. Par contre, entre Conrad Coleman et Jean Le Cam, là l'écart est assez serré. On est sur une quarantaine de mille seulement pour la 3e place pour moi dans cette catégorie. Et puis on retrouve Guirec Soudé. Lui, il est dans le poteau noir, donc il manœuvre en ce moment et il va bientôt passer l'équateur. Derrière, on retrouve le groupe Kojiro Shiraishi, qui va vite aujourd'hui, hein, Kojiro, 301 000 de parcouru. Eh bien, c'est mieux que Louis Duc, c'est mieux que Sébastien Marseille, mais moins bien que Violette d'Orange. Et pourtant, Violette n'a pas de foil, mais on sait que le Uber est un bateau qui sait aller vite. Et Arnaud Boissière a moins de vitesse et moins capacité d'être performant. Je voudrais aussi signaler du côté de Michel Desjoyaux, je pense que quand il dit c'est pas normal qu'il y ait des marins qui aient peur de ce genre de truc, j'ai l'impression qu'il cible les filles et qu'il y a un petit propos misogyne derrière. Du côté de Michel Desjoyaux, voilà, qui cible un peu les filles dans ce propos-là. C'est pour ça que j'ai pas du tout aimé aussi ces propos. Peut-être que je m'avance un petit peu, mais j'ai eu quand même cette impression-là de ce côté-là. Bon, on finit. Bon, on finit avec Antoine Cornic, bon, là, qui s'éloigne par rapport à Oliver R. Hein. Là, il y a une marge désormais importante. Voilà, hein, vous voyez, il y a 300 000 d'écart. Là, ça va commencer à être compliqué pour Oliver R. Et on va retourner sur Jin Kunshu parce que vous voyez, trajectoire bizarre hein, sur les dernières heures de Jin Kunshu. Vous avez eu sa vidéo où il crie un petit peu dans tous les sens. Donc, est-ce qu'il a essayé de dormir hein, parce que soit il a eu un problème sur son bateau, mais pour l'instant, il est au ralenti, Jin Kunshu. Donc, on n'a pas d'informations supplémentaires. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe pour le Xingshine Team Haiku, le concurrent chinois, mais ça serait quand même dommageable d'abandonner si proche, on va dire, du but. Et puis derrière, Manuel Cousin, qui montrait bien lui aussi hein, que le bateau tapait avec cette navigation auprès. C'était vraiment pas évident. Il disait que c'était vraiment une souffrance pour lui et le bateau parce qu'il l'entend craquer dans tous les sens. Et puis on a toujours Fabrice Amédéo, 272 000 contre 270 000, donc des vitesses équivalentes entre les deux. Et puis Denise Van Winberg qui va aussi à une vitesse assez équivalente, mais qui a perdu un petit peu de temps, mais qui était content voilà, de passer le Cap Horn et qui disait que bon, là les conditions n'étaient pas faciles avec ce vent fort et cette mer qui était importante du côté de Denise Van Winberg. On poursuit avec les statistiques sur les 24 dernières heures. Eh bien, c'est Isabelle Yoshko qui a fait le plus de 1000 devant Damien Seguin, Romain Attanasio, Paul Meillat qui a quand même fini fort devant Giancarlo Pedoté, Tanguy Le Turquet, premier bateau à dérive droite. Il a fait 50 km de plus que Benjamin Ferré, mais encore une fois, une différence qui ne s'est pas traduite véritablement dans le classement. Et puis Thomas Ruyant et Nicolas Lunven qui clôture ce classement. Et Denise Van Winberg est maintenant à 12 428 km de l'arrivée, donc il a fait à peu près 500 km hier. Denise Van Winberg, les ETA. Donc Nicolas Lunven à partir de 22h désormais, ça c'est un peu décalé, mais voilà entre 20h30 et 22h pour Nicolas Lunven. Passage du Chenal demain à 12h30.
Du côté de Thomas Ruyant, arrivé donc cette nuit entre 2h et 4h30 du matin. Justine Métro devra arriver entre 4h30 et 6h30 du matin, donc aussi passage du Chenal demain midi. Voilà, et Sam Goodchild aussi qui devra arriver dans la matinée, donc là aussi passage du Chenal à midi. Et la bagarre entre Clarisse Kremer et Benjamin Dutreux, on aura le dénouement le 26 janvier entre 8h et 16h, c'est-à-dire dimanche. Samantha Davis, Boris Herman, donc désormais on ne sait pas, on est en pleine incertitude. Et sinon, pour les autres concurrents, il n'y a pas eu vraiment de grosses modifications. On nous met entre le 25 et le 28 février désormais pour Denise Van Winberg. Mais sinon, voilà, pas de grandes modifications du côté des ETA, des différents concurrents qui sont derrière. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!